Je reconnais maintenant Mme la députée de Sherbrooke. C'est la première fois que je prends la parole au Salon Bleu, alors j'aimerais en profiter pour remercier les citoyens et les citoyennes de Sherbrooke qui m'ont fait confiance. Je me suis engagée auprès d'eux et auprès d'elles à changer les manières de faire la politique, mais également à m'assurer que notre société prend soin de son environnement et se dirige vers une plus grande justice sociale. J'en prends aussi l'engagement devant vous. Comme vous le savez, j'ai l'honneur d'être porte-parole en matière d'éducation, de famille et de conditions féminines. J'ai donc porté une attention toute spéciale à ces enjeux dans le discours du premier ministre. J'étais d'abord satisfaite de l'entendre annoncer que l'éducation sera une priorité pour son gouvernement. On sait à quel point l'éducation, c'est le fondement d'une société. C'est aussi le meilleur outil pour travailler sur les autres enjeux qui nous préoccupent tous, comme la santé évidemment, mais aussi la mobilité sociale et le respect entre les personnes, par exemple. On doit certainement souligner l'engagement du premier ministre à mettre fin à l'instabilité du financement en éducation et à le protéger des ralentissements économiques. Par contre, je dois dire en toute honnêteté que ça ne m'impressionne pas beaucoup et que je n'appellerais pas ça de l'audace. C'est plutôt le minimum auquel un gouvernement doit s'engager s'il a vraiment à cœur l'avenir de sa population. Pour se réjouir d'une décision aussi évidente, il faut vraiment que les dernières années libérales nous aient amenés à abaisser nos attentes envers le sens des responsabilités du gouvernement. Nous savons tous et toutes ici à quel point le dernier gouvernement a saccagé notre réseau d'éducation avec des années de sous-financement. Je suis certaine qu'on peut s'entendre ensemble pour dire que des écoles remplies de moisissures, des enfants qui mangent dans les corridors ou qu'on envoie à l'école à des dizaines de kilomètres de chez eux par manque de place, des orthopédagogues à qui on demande de choisir quels enfants elles vont aider, des enseignantes qui démissionnent parce qu'elles ne se sentent plus en mesure d'enseigner dans ces conditions. C'est pas ça qu'on veut pour nos enfants. En sachant que notre système d'éducation se trouve dans un état aussi lamentable, on ne peut pas se contenter d'annoncer que le financement va être à la hausse. Ce qu'il faut, c'est un réinvestissement massif à la hauteur des défis auxquels on fait face, un réinvestissement autant en infrastructure qu'en personnel pour offrir des services à la hauteur de ce qu'on veut comme société. Il ne suffit pas de dire que l'éducation est importante pour arriver à un résultat, et mes attentes sont que le nouveau ministre de l'Éducation pose des actions concrètes pour améliorer les conditions de travail des personnes qui œuvrent dans le milieu de l'éducation, mais aussi les conditions d'apprentissage des enfants. Je m'attends à des rénovations, à des agrandissements d'écoles, je m'attends à des embauches de professionnels, je m'attends aussi à des hausses salariales, et pas seulement pour les nouveaux enseignants et enseignantes. L'abolition des premiers échelons, c'est bien, mais les enseignants et enseignantes d'expérience aussi méritent mieux, comme les éducatrices à la petite enfance d'ailleurs, qui doivent être reconnues comme le premier maillon de notre système d'éducation. Monsieur le Président, dans son discours, le premier ministre a multiplié les références aux années 60 et aux virages majeurs opérés à l'époque en matière d'éducation. Le premier ministre a raison. Depuis les années 60, depuis le rapport Parent, on n'a pas connu au Québec de gouvernement qui nous a offert une vision globale et cohérente de ce que devrait être l'éducation au Québec. On s'est contenté de réformes à la pièce, on s'est contenté de réagir à l'actualité en ajoutant des éléments au programme sans faire une réflexion sérieuse sur les grilles matières. On s'est contenté de modifier la présentation des bulletins sans réfléchir aux meilleures manières d'évaluer les apprentissages. Malheureusement, le gouvernement actuel s'inscrit dans la continuité en proposant des changements qui ne reposent pas sur une vision globale de ce que devrait être l'école québécoise, mais bien sur les réactions à l'actualité. Encore une fois, on propose des mesures pour réagir aux sondages, pas aux besoins réels. On écoute le bulletin de nouvelles au lieu d'écouter nos spécialistes en éducation qui sont pourtant reconnus à travers le monde. Compte tenu de l'ampleur des besoins dans le réseau, qui sont clairement identifiés depuis longtemps par les différents acteurs de l'éducation, je suis très inquiète de constater que les premières annonces en éducation ont concerné le port de symboles religieux, la maternelle 4 ans et l'abolition de la démocratie scolaire. Alors que tous les acteurs du milieu pointent vers l'incapacité du gouvernement à faire respecter la loi sur l'instruction publique, parce que je vous rappelle que des milliers d'enfants en ce moment sont laissés sans les services dont ils ont besoin en ce moment, le gouvernement essaie de faire diversion. Monsieur le Premier ministre prétend que c'est la première fois depuis les années 60 qu'un gouvernement fait de l'éducation sa priorité. J'aimerais que le Premier ministre se rappelle ce qu'a fait Jean Lesage quand il a voulu miser sur l'éducation. Monsieur Lesage a commandé le rapport Parent pour se doter d'un projet cohérent en matière d'éducation. Au lieu de jouer à l'essai-erreur avec des générations d'enfants, il s'est assuré de savoir où il s'en allait. J'invite ce nouveau gouvernement, qui prétend être audacieux, à l'être réellement et à commander un nouveau rapport Parent ancré dans le 21e siècle afin qu'on se donne une vision globale en éducation. Il me semble qu'après plus de 50 ans, ce serait légitime de prendre le temps d'évaluer sérieusement ce qui fonctionne bien et ce qui fonctionne moins bien dans notre réseau,
de réévaluer la direction qu'on veut donner à notre système d'éducation et à notre société. Je propose d'ailleurs que dans ce nouveau rapport, on englobe la question des services éducatifs à la petite enfance parce qu'on sait aujourd'hui le rôle important qu'ils peuvent jouer dans le développement des enfants. Au risque de le rappeler à certains, on ne commence pas à apprendre à 4 ans et si on souhaite vraiment faire une différence dans le parcours des enfants, il faut réfléchir sérieusement aux meilleures solutions à mettre en place dès la petite enfance. En tout respect pour le nouveau ministre de l'Éducation, je préférais que ces solutions soient identifiées par des spécialistes qui vont réellement avoir l'objectif en tête au lieu de faire une fixation sur le moyen au détriment de l'efficacité et du bien-être des enfants. On a développé au Québec un réseau de centres de la petite enfance qui a fait ses preuves et au lieu de poursuivre le sabotage de ce réseau entrepris sous les libéraux, on doit travailler à améliorer encore plus le modèle parce qu'il permet de faire une différence très tôt dans le parcours des enfants. Monsieur le Premier ministre le dit lui-même textuellement, plus on va s'occuper tôt des enfants avec des difficultés d'apprentissage, plus les résultats seront au rendez-vous. Pourquoi alors se limiter aux enfants de 4 ans? Assurons-nous plutôt que toutes les familles ont accès à des places dans des milieux éducatifs de qualité, accessibles et gratuits. La fin de la modulation des frais de garde est un premier pas dans la bonne direction, mais un pas très modeste. Comme on s'est doté il y a plus de 50 ans d'un système d'éducation gratuit, je pense qu'on doit aujourd'hui mettre à jour les balises de cette gratuité pour l'élargir aux services éducatifs à la petite enfance et pour s'assurer que notre système permet une réelle égalité des chances. On doit aussi se pencher sérieusement sur la gratuité de nos écoles publiques, avec la multiplication des programmes de vocation très dispendieux et les frais qui sont reflés aux parents. On est très loin de la gratuité de l'éducation en ce moment. Monsieur le Premier ministre a parlé de son rêve qu'on ait au Québec les plus belles écoles. Mon rêve à moi va encore plus loin que les briques. Mon rêve à moi, c'est une école où chacun a accès aux mêmes services, aux mêmes activités, peu importe son code postal ou les moyens de sa famille. C'est une école de proximité où les enfants peuvent se rendre en sécurité, à pied ou à vélo, pour prendre tôt les habitudes de transport actif. C'est une école où les enfants ont accès à des repas préparés à base d'aliments locaux, voire même d'aliments qui ont poussé dans la cour. C'est une école où la cour est boisée, où les enfants ont accès aux arts, à la culture, une école où les enfants ont envie de passer du temps, une école qui est le premier lieu de l'apprentissage de la vie démocratique. Nos écoles doivent faire partie de la transition et elles peuvent même devenir un puissant vecteur de changement dans nos communautés si seulement on se donne la peine de remettre en question nos pratiques et qu'on se demande vraiment ce à quoi on aspire comme société. Avant de conclure, j'aimerais aussi revenir sur les enjeux de conditions féminines. J'ai été assez déçue du peu de considération du premier ministre par rapport aux enjeux qui touchent principalement les femmes. Ces seuls mots ont concerné l'atteinte de la parité dans le nombre d'élus. Il s'agissait davantage de félicitations que d'un engagement à travailler à une plus grande égalité entre les hommes et les femmes. J'aimerais attirer l'attention du gouvernement sur plusieurs enjeux sur lesquels j'attends des actions de sa part à très court terme. Une priorité devrait être la fin de la prise en compte des pensions alimentaires dans le calcul de l'aide sociale, comme l'a mentionné mon collègue. Non seulement l'aide sociale, mais également l'aide financière aux études, l'aide au logement et l'aide juridique. La situation actuelle est un non-sens qui porte préjudice aux familles, en particulier aux enfants. Et le gouvernement a le pouvoir de mettre fin à cette injustice. Et c'était d'ailleurs un des seuls engagements pris par la CAQ en matière de lutte contre la pauvreté, sinon le seul. Et je suis inquiète qu'on n'en entende plus parler maintenant qu'ils sont au pouvoir. La CAQ s'était également positionnée en faveur de l'abolition du délai de prescription pour les agressions sexuelles. J'espère les voir bouger rapidement sur ce dossier, parce qu'il y a des victimes qui attendent depuis des décennies de pouvoir exercer des recours contre leurs agresseurs. Un autre enjeu qui touche certainement aussi les hommes, mais encore davantage les femmes en raison de la charge mentale et du fait qu'elles portent les enfants, c'est celui de la conciliation travail-études-famille. J'entends le premier ministre parler de productivité, mais ce dont les citoyens et les citoyennes me parlent, c'est plutôt d'équilibre et de qualité de vie. Il y a une réflexion majeure qui s'impose quand on constate les taux alarmants de détresse psychologique, en particulier auprès des personnes qui portent à bout de bras nos services publics. À mon sens, la santé mentale de notre population est un enjeu majeur, tout comme les changements climatiques. Et malheureusement, ce gouvernement passe à côté des deux, comme il passe à côté d'une occasion de donner au Québec une vision cohérente de l'éducation qui reposerait sur les meilleures pratiques et qui serait ancrée dans la réalité du 21e siècle. La population a fondé beaucoup d'espoir envers ce gouvernement. Les attentes sont très élevées. Et ce qui nous a été présenté hier n'est pas encore à la hauteur. Il n'est pas trop tard pour bien faire et sachez que j'espère vraiment pouvoir collaborer avec ce gouvernement pour offrir aux générations futures les meilleurs services éducatifs au monde. En attendant, mon insatisfaction me porte à déposer une motion de grief qui se lit comme suit.
que l'Assemblée nationale blâme le gouvernement de la Coalition Avenir Québec pour son manque de vision globale et pour son manque de cohérence en matière d'éducation et de services éducatifs à la petite enfance. Merci, Madame la députée. Votre motion est déposée sous réserve de sa recevabilité.